Alors, bonjour. Alors, on va traiter aujourd'hui le 8e cours de mécanique dans lequel on va traiter le mouvement chute verticale avec frottement. C'est-à-dire, on va lâcher une balle dans une éprouvette contenant un liquide et on va réaliser par pointage le repérage des différentes positions à des intervalles de temps réguliers. On constate. Donc, si on lâche une petite bille dans une éprouvette contenant un liquide, donc l'étude expérimentale montre que le mouvement se fait en deux étapes. La première étape où le mouvement est accéléré, donc les distances parcourues pendant des intervalles de temps égaux, ils vont augmenter. Et la deuxième étape où les distances parcourues sont égaux, donc le mouvement devient un mouvement uniforme. Donc, deux étapes. La première étape, c'est une étape transitoire. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. Donc, le mouvement est uniforme, la vitesse devient constante. Alors, à l'aide d'un logiciel, on peut donc tracer la courbe de V en fonction du temps. On trouve la courbe suivante. Donc, deux étapes. Donc, la première étape transitoire où la vitesse varie. La vitesse, il varie. Puis il devient constante lorsqu'on atteint ce qu'on appelle le régime permanent. Et cette vitesse constante, on la note V limite, c'est la vitesse limite, c'est-à-dire que c'est la vitesse qu'on ne peut pas dépasser, c'est la limite de la vitesse. Donc le mouvement, il se fait en deux étapes, une étape transitoire, une étape permanente. Étape transitoire où le mouvement sera un mouvement, dans ce cas-là, c'est un mouvement accéléré. Une étape évidemment où le mouvement devient un mouvement uniforme. Alors, le mouvement se fait en deux étapes. Une phase du régime transitoire où la vitesse il varie au cours du temps. Une phase du régime permanent où la vitesse est constante et on a dit qu'on va l'appeler VL et par conséquent l'accélération il va être nulle puisque l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Une fois la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Donc ce régime permanent il est toujours défini par deux termes importants, la vitesse est constante, l'accélération est nulle. Alors l'accélération initiale, on connaît que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc si graphiquement on a la courbe de V, je peux calculer l'accélération à une date t en calculant le coefficient directeur de la droite tangente à cette courbe de V à cette date t. Donc voilà, là je vais utiliser ce que je viens de dire, donc pour calculer l'accélération initiale. Alors j'ai la courbe de V en fonction du temps. Je vais représenter la droite tangente à cette courbe de V à la date t égale à 0. Et en calculant le coefficient directeur de cette droite, donc on aura calculé l'accélération initiale. Alors, donc l'accélération initiale, c'est la dérivée de V sur dt à la date t égale 0. Et ça représente quoi? Cette dérivée à cette date, ça représente le coefficient directeur de la tangente à V à cette date, t égale à 0. Donc c'est le coefficient directeur de cette tangente. Donc on va prendre deux points pour calculer le coefficient directeur. Donc je vais prendre ce point-là, voilà, ce point, et ce point d'origine. Alors là, la vitesse est V limite, là, la vitesse c'est 0. Et à ce point, ça correspond à une date qu'on appelle taux, et ça, une date égale à 0. Donc, je vais donc écrire A0, c'est V limite moins 0 sur taux moins 0. Et donc, l'accélération initiale, c'est V limite sur taux, avec V limite, c'est la vitesse limite, et taux, c'est ce qu'on appelle le temps caractéristique du mouvement. L'étude théorique. Alors, le solide en mouvement de chute verticale dans un fluide, il sera soumis à trois forces. Le poids P, qui est une force verticale, de sens vers le bas et d'intensité P égale à mg, et parfois on aura besoin de remplacer cette masse par la masse volumique du solide fois le volume du solide. G, c'est l'intensité de pesanteur. Alors la deuxième force, c'est la force d'Archimède, ou la poussée d'Archimède. C'est une force de direction verticale, un sens toujours vers le haut, alors le poids vers le bas, la force d'Archimède vers le haut. Son intensité, c'est ρ liquide, V fois G.
Alors, vous voyez la différence de l'intensité entre le poids et la force d'Archimède. Là, il s'agit d'une masse volumique du solide, et là, c'est la masse volumique du liquide ou du fluide. Ça dépend que le mouvement se fait dans un liquide ou dans un gaz, donc on dit dans un fluide. Alors, ρ, c'est la masse volumique du fluide utilisée. V, c'est le volume, toujours le volume, c'est la même chose, c'est le volume du solide. Et G, c'est l'intensité de pesanteur. La troisième force, c'est la force de frottement visqueux. Puisque le frottement se fait entre un solide et un fluide, on dit que le frottement est visqueux. Alors, là aussi, la force est une force verticale. Le sens, il est opposé au mouvement. Donc, je n'ai pas dit vers le bas, vers le haut. Ça va dépendre du sens du mouvement du solide dans ce fluide-là. Donc, il est toujours la force de frottement, c'est une force qui s'oppose au mouvement. Donc, il est d'un sens opposé au mouvement. Et dans l'intensité, il s'écrit KV à la puissance N. Alors, généralement, on va travailler soit par F égale à KV, c'est-à-dire que N égale à 1, soit par F égale à KV carré lorsque N égale à 2. Donc, cette force va être précisée dans les exercices. Donc, KV carré. Alors, le K, c'est une constante qui dépend de la nature du fluide. Évidemment, il va dépendre de la nature du fluide. Théorique. Alors là, je vais supposer que la masse volumique du solide est supérieure à la masse volumique du liquide. Donc, je vais traiter ce cas. Lorsque j'ai un solide qui va se déplacer dans un liquide avec une masse volumique du solide supérieure à celle du liquide. Donc, je multiplie par VSG les deux termes pour faire apparaître ce qu'on appelle le poids P et la force d'Archimède F. Donc, on en conclut que dans ce cas, le poids P est supérieur à la force d'Archimède. Donc, le mouvement donc automatiquement sera un mouvement vers le bas, puisque le poids, c'est une force qui exerce une force vers le bas, et FA, c'est une force vers le haut, puisque P est supérieur à FA, donc le mouvement se fera dans le bas. Donc, on pourra donc conclure comment va-t-on représenter la force de frottement. La force de frottement sera opposée le sens du mouvement. Alors, dans ce cas, puisque P est supérieur à F, le sens du mouvement vers le bas, donc la force de frottement sera vers le haut. Donc, je vais faire un schéma obligatoire. Donc, je suppose que je vais étudier le mouvement dans un axe Z, orienté vers le bas. Je représente mon solide sous forme d'une boule. Là, il est soumis à son poids P, et à la force d'Archimède F qui est une force vers le haut, et à la force, une fois P est supérieur à F, donc le mouvement sera vers le bas, voilà le sens du mouvement, et donc la force d'Archimède va être vers le haut. Et j'applique la deuxième loi de Newton, sigma de force égale ma, je projette sur l'axe des Z. Donc j'aurai P et les deux forces F et FA, un signe négatif. Donc P moins FA moins F en faisant la projection sur l'axe OZ, je remplace chaque force par son expression. Alors P par mg, FA par ρ liquide V et F par KVN. Donc j'ai remplacé chaque force par son expression. Et donc, je vais diviser le tout par M. Là, j'ai divisé tous les termes par M et j'ai factorisé là par G. J'ai fait déplacer le moins KVN à droite pour devenir KVN. Et donc, je vais poser ça égal à A, et ce cas sur M égale à B, ce sont des constantes. On pose A et B, donc, l'équation, on obtient ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Relation qui relie V à la dérivée de V et les constantes A et B. C'est ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Alors, cette équation différentielle, voilà, je vais la réécrire encore une fois. Donc, le d de V sur dt n'est rien d'autre que l'accélération A. Voilà, c'est ça, c'est l'accélération. Donc, je peux en déduire bien cette accélération A, c'est grand A moins BVN. Donc, c'est une relation qui relie l'accélération à la vitesse. A et B, ce sont des constantes. Donc, cette équation permet de calculer la vitesse connaissant A et vice-versa. Donc, vous connaissez V, vous déterminez l'accélération. Vous connaissez l'accélération, vous pouvez calculer la vitesse. C'est une relation valable pour n'importe quelle date. Je commence par l'écrire à la date t égale à 0. Donc, l'accélération, c'est A0, la vitesse, c'est V0. Après une durée delta t, appelée pas du calcul, c'est-à-dire à une date t1 égale à t0 plus delta t, l'accélération devient A1 et la vitesse devient V1. A et B, ce sont des constantes, ils gardent les mêmes valeurs. Alors, c'est l'accélération qui varie et c'est la vitesse qui varie. De même, à une date t2, après la même durée delta t qu'on appelle toujours le pas, à une durée t2 égale à une date t2 égale à t1 plus delta t, l'accélération c'est A2, la vitesse c'est V2, etc.
jusqu'à une date ti plus 1 égale à ti plus delta t, où l'accélération sera notée ai plus 1 et la vitesse vi plus 1. Donc on retrouve toujours que cette équation différentielle, il relie l'accélération à la vitesse, il est écrite n'importe quelle date, il est valable quel que soit le temps t. Jusqu'à atteindre le régime permanent où l'accélération nulle et la vitesse est constante appelée v limite. Donc on retrouve donc une relation à partir de laquelle je peux déterminer l'expression de v limite. Donc v limite à la puissance n, c'est a sur b, et donc v limite c'est a sur b à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire la racine nème de a sur b. L'approximation de l'air, cette approximation de l'air, il va nous permettre de calculer la vitesse à une date t quelconque à partir de la vitesse à la date t précédente. Donc, M. Euler, qu'est-ce qu'il va nous postuler? Alors, lorsque j'ai une courbe de V, on avait dit que je peux calculer l'accélération à n'importe quelle date graphiquement. Donc, cette accélération, pour calculer l'accélération à une date TI, je prends la date TI, je trace une droite tangente à la courbe de V à cette date, et le coefficient directeur de cette droite n'est rien d'autre que l'accélération à la date TI. Voilà, c'est ce qu'on vient d'écrire. Donc c'est la dérivée de V, la dérivée d'une fonction, c'est en général le coefficient directeur de la droite tangente à V à cette date. Vous prenez, pour calculer ce coefficient directeur, on va prendre deux points qui appartiennent à cette tangente. Voilà, je prends le point donc de date ti plus 1 et de vitesse V'I plus 1. Donc je n'ai pas écrit V'i plus 1, le point qui a la vitesse V'i plus 1 à la date ti plus 1, c'est le point qui appartient à la courbe. C'est ce point vert qui appartient à la courbe, c'est celui-là qui aura une vitesse V'i plus 1. Alors, nous, pour calculer l'accélération, on doit prendre les points qui appartiennent à la tangente, c'est-à-dire V'I plus 1 moins VI sur TI plus 1 moins TI. V'I1 moins VI sur TI plus 1 moins TI. Mais, qu'est-ce qu'il dit, M. Euler? Il dit que lorsque le delta T, la durée séparant ces deux dates, est très très petite, je peux confondre le point rouge, ce point-là, avec ce point vert. Ils seront très 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 proches, donc, et donc le VI plus 1 pratiquement égal à VI plus 1. Et donc, l'accélération à la date TI, il peut être écrit, donc je peux remplacer V' par V. Et donc, calculer le VI plus 1 moins VI, ça sera donc c'est AI fois delta T, et donc obtenir l'équation qu'on appelle l'équation de l'air, VI plus 1 égale à VI plus AI delta T. Donc, d'une autre manière, M. Euler, qu'est-ce qu'il postule? Qu'au lieu de prendre deux points appartenant à la tangente, on va prendre deux points appartenant à la courbe, à condition que l'intervalle, que ces deux points sont très 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 proches, c'est-à-dire que le delta T, le pas est très petit. Il suffit que delta T soit petit, et donc, au lieu de prendre deux points appartenant à la tangente, on prend deux points appartenant à la courbe. Cette relation, vous pouvez ici l'écrire à n'importe quelle date. T. Alors, vous allez écrire maintenant, la vitesse V1, c'est V0 plus A0 delta T. La vitesse V2, c'est V1 plus A1 delta T. V3, c'est V2 plus A2 delta T. V4, c'est V3 plus A3 delta T. Donc, vous pouvez écrire cette relation n'importe la date T1, la date T2, la date T3. Donc, c'est une relation qui va nous permettre de calculer la vitesse à une date I plus 1, connaissant la vitesse à la date précédente. Donc, il va jouer en quelque sorte, il va jouer le même rôle que la vitesse, que l'équation de la vitesse pour un mouvement rectiligne uniformément varié. V égale à AT plus V0. Ça ressemble un petit peu à cette équation. V égale à AT plus V0. Mais là, on va l'appliquer entre un point et un point plus proche. Donc, on va de proche en proche entre deux points très très rapprochés pour écrire cette relation. Là, vous pouvez constater que c'est un mouvement dont l'accélération varie n'importe quelle date. Il varie d'une date à une autre et dont la vitesse varie. Donc, ce n'est plus un mouvement uniformément varié. Voilà, l'autre justification, la vitesse n'est pas une fonction affine. Donc, ce n'est plus un mouvement uniformément varié. Donc, vous n'avez plus le droit d'écrire V égale à T plus V0 et X égale à 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Vous n'avez plus le droit d'utiliser cette relation-là, puisque le mouvement n'est plus uniformément varié. Voilà. À une date T0, la vitesse V0. Donc, connaissant la vitesse, vous pouvez calculer l'accélération en utilisant l'équation différentielle. L'équation différentielle va vous permettre de calculer l'accélération à partir de la vitesse. Une fois vous connaissez à 0, vous pouvez calculer la vitesse V à une date T en utilisant la relation de l'air. Et donc,
Ces deux relations sont primordiales dans ce cours. Deux équations, l'équation différentielle, l'équation de l'air, ils vont vous permettre de remplir et de calculer les valeurs de vitesse n'importe quelle date, l'accélération n'importe quelle date. Donc, une vitesse à une date de 0 vous permettra de connaître A0. Une fois j'ai V0 à 0, je vais calculer V1 à partir de V0 à 0. Une fois j'ai V1, je calcule A1 à partir de l'équation différentielle. Le V1 et le A1 vont me permettre de calculer V2 à partir de l'équation de l'air. Le V2 va me permettre de calculer A2, etc. Et finalement, je vais mettre un tableau où je vais mettre chaque grandeur, l'unité et la dimension. Donc le temps, c'est l'unité, c'est la seconde, la dimension, c'est T entre crochets. Les longueurs, ce sont en mètres. Et voilà, la dimension, c'est L. Les masses en kilogrammes et M. Ça, c'est ce qu'on appelle, moi je peux les appeler comme ça, je les appelle des grandeurs de base. Alors que les grandeurs secondaires, vitesse, accélération, force, je dois exprimer leur dimension en fonction de dimensions de base, qui sont T, L et M. Alors, pour la vitesse mètre seconde moins 1, donc la dimension de V, le mètre, donc c'est L, et le seconde c'est un temps, donc je trouve L, T moins 1. Pour l'accélération, l'unité c'est mètre seconde moins 2, donc la dimension de l'accélération, c'est le mètre c'est une longueur, le seconde c'est un temps à la puissance moins 2. Le newton, c'est quoi le newton? Le newton c'est un kilogramme mètre seconde moins 2. Donc cette relation, il vient d'où? Il vient de la deuxième loi de Newton. Si vous écrivez que sigma des forces égale à ma, alors la force il est en newton, la masse il est en kilogramme, l'accélération il est en mètre seconde moins 2. Donc là vous trouvez vraiment le newton, ce n'est rien d'autre que kilogramme mètre seconde moins 2. Donc la dimension d'une force, le kilogramme c'est une masse, voilà, kilogramme. La masse, le mètre c'est une longueur et seconde c'est un temps. Donc ça va, par exemple, nous aider donc à trouver, si je vous donne la force de frottement sur la forme KV, et je vous demande de trouver l'unité de K en utilisant les équations aux dimensions. C'est ça la question. Trouver l'unité de K en utilisant les équations des dimensions. Donc il suffit de passer aux dimensions. La dimension de F, c'est la dimension de K fois V. Vous calculez la dimension de K, c'est F sur V. F, c'est une force, donc il a la dimension masse, longueur, T-2. V, c'est une vitesse, la dimension, c'est L, T-1. Là, vous allez simplifier par L, et par un T-1, mais un T-1, ça va rester MT-1. Donc, l'unité de K, c'est un kilogramme seconde moins 1. La même chose, si je vous donne F égale à KV carré, et je vous demande de trouver l'unité de K en utilisant les équations aux dimensions. Là aussi, on passe aux dimensions. F égale à KV au carré. Je trouve la dimension de K, c'est F sur V carré. K, c'est masse. La force F, il est en newton, donc sa dimension, c'est une masse LT-2. Voilà. La vitesse au carré, c'est LT-1 au carré, donc c'est L carré T-2. Là, le T va se simplifier, le L, ça va se simplifier. M sur L, c'est-à-dire masse, longueur moins 1. Et donc, l'unité, c'est un kilogramme mètre moins 1. Merci de votre attention et au prochain cours.